Il ne marche pas. Hein. Voilà. Bonsoir à tout le monde et merci d'être venus si nombreux pour ce premier jour d'été, d'accepter de quitter le soleil pour cette salle, certes confortable du Visiatum. Aujourd'hui, nous allons recevoir Marie-Benoît Magrini, qui est ingénieure de recherche à l'INRA. Et elle va me parler d'un thème que nous n'abordons pas souvent au CEVA, qui est sur les légumineuses. Nous allons parler des légumineuses. Et les légumineuses, quand on en parle, elle va le faire bientôt, posent le problème de l'alimentation. L'alimentation dans le monde, nous sommes aujourd'hui à peu près 7 milliards d'humains sur le globe, demain 9 à 10 milliards. Et une des questions cruciales qui se pose pour nous tous, pour les chercheurs et pour les autres, c'est pourra-t-on se nourrir partout de la même façon qu'on se nourrit en Occident, c'est-à-dire à base d'un régime où l'on tire les protéines de la viande, de régime carné? Probablement pas. Dans tout cas, Marie-Benoît Magrini va répondre et donner des éléments à cette question qui est celle de comment nourrir demain 9 ou 10 milliards d'individus sur la Terre. Et est-ce que les légumineuses, entre autres, ne sont pas une des possibilités, et peut-être la possibilité de nourrir cette population? Donc vous avez la parole. Et je pense que la conférence doit durer environ 1 heure. Des questions seront posées par la salle. Et comme on vous l'a expliqué à l'entrée, à l'issue de cette conférence, eh bien, vous pourrez visiter l'exposition sur les légumineuses, sur les plantes. Il y a des démonstrations pour les enfants et pour les autres aussi. Comment détecte-t-on les protéines végétales dans les légumineuses? Comment on détecte les glucides et les lipides également en démonstration? Et il y aura un buffet qui sera servi avec une animation musicale et bien sûr un buffet à base de légumineuses. Vous avez la parole. Merci. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier le Visiatum d'organiser cette conférence parce que les légumineuses sont quand même un sujet assez mal connu du consommateur. On a plus souvent l'occasion d'en entendre parler par le vocable courant légumes secs, mais ce sont quand même des graines un peu oubliées de nos régimes alimentaires. Et aujourd'hui, effectivement, certains enjeux nutritionnels, mais aussi environnementaux sur lesquels je vais revenir, nous amènent à nous reposer la question de la place que ces graines pourraient occuper dans notre alimentation et notre agriculture. Donc à l'INRA, moi je suis économiste, mais je travaille dans un groupe de réflexion interdisciplinaire sur le sujet des légumineuses, et je travaille avec des agronomes, des nutritionnistes, des zootechniciens, ceux qui étudient l'alimentation des animaux, des écophysiologues. Et donc je vais pouvoir vous donner différentes dimensions sous cette question légumineuse grâce à mes travaux de recherche avec d'autres chercheurs. Donc d'abord, je vais quand même revenir sur la définition pour être sûr ici qu'on parle de la même chose. Donc les légumineuses à graines, qu'on appelle en anglais pulses, ce sont les plantes qui sont récoltées pour l'obtention de leurs grains secs. Donc typiquement lentilles, pois chiches, haricots. Mais dedans, vous pouvez aussi incorporer le soja, selon les nomenclatures, le pois protéagineux, qui est un pois, qu'on utilise beaucoup pour l'alimentation animale, le lupin, qui est aussi bien utilisé en alimentation animale que humaine. Et par contre, tout ce qui est grains frais, comme le petit pois, le haricot vert, n'en fait pas partie, n'est pas catégorisé dans les légumineuses à graines, ça reste un légume vert. Et après, il y a aussi toute une autre catégorie de légumineuses qu'on appelle légumineuses fourragères, qui, elles, du coup, ont moins de graines et sont utilisées pour l'alimentation du bétail. Donc nous, ici, on est vraiment sur le vocable des grains secs, et vous verrez dans l'exposition, dans les animations, vous verrez des images de ces légumineuses. Donc ça, c'est la définition du terme. Ensuite, ce qui distingue ces espèces, c'est une propriété exceptionnelle qu'elles ont dans le règne végétal. Ce sont les seules plantes dans le règne végétal qui sont capables de fixer l'azote de l'air. Et l'azote, c'est une molécule essentielle pour la croissance de la plante. C'est ça qui fabrique la protéine. Protéine dont nous-mêmes, humains, on a besoin pour grandir et pour fabriquer le muscle. Donc elle fixe, vous avez ce petit schéma qui vous permet d'illustrer le mécanisme. Donc là, vous avez le schéma d'une plante avec ses feuilles. Vous avez de l'azote dans l'air et ça va être fixé. En fait, cet azote de l'air va être fixé et va recirculer via les racines de la plante, qui ont en fait des nodosités, avec une réaction avec des microbes, des petits microbes, des bactéries qu'il y a dans le sol, qui permet de faire de la réaction chimique et de fixer cet azote qui va repartir dans la plante pour faciliter sa croissance.
Du coup, ce sont les seules plantes qui n'ont pas besoin d'engrais. Et donc, on verra ensuite, d'un point de vue environnemental, les bienfaits qu'elles peuvent avoir de par cette propriété spécifique. Donc, je vous disais, ce sont des graines un peu oubliées. Et donc, la FAO a décidé que 2016 serait une année internationale consacrée à l'animation, à la sensibilisation auprès du public des vertus de ces cultures, pour relancer un peu une dynamique sur ces plantes, autant pour l'alimentation que pour aussi des questions agricoles. J'y reviendrai ensuite, puisque, en fait, comme elles n'utilisent pas d'engrais, elles contribuent à réduire les gaz à effet de serre du secteur agricole. On y reviendra. Donc aujourd'hui, ce sont des plantes dans nos régimes occidentaux qui sont peu consommées. On en consomme, nous en France, on en consomme 1,7 kg par an par habitant, c'est très très faible. On a un taux des plus faibles au monde. Pourtant, on a aussi des plats traditionnels qui sont connus. Tout le monde connaît le petit salé aux lentilles, le cassoulet, les falafels et autres plats traditionnels. Pendant des civilisations, ça servait souvent d'aliment pendant les famines ou les pénuries durant des guerres. Mais du coup, peut-être que ça a laissé aussi une image négative du fait que même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des prospectus qui recommandaient de consommer des légumes secs parce que c'était facile à stocker et très, très riche en protéines, et donc ça procurait une satiété importante. Et donc, on avait tendance à l'appeler aussi la viande du pauvre, finalement, comme c'était riche en protéines. Donc, cette image négative leur a fait peut-être défaut. Et puis, aujourd'hui, surtout, on sait tous que quand on veut cuisiner des légumes secs, ça prend un peu de temps. Hormis les lentilles corail qui peuvent être cuites en 10 minutes et les lentilles vertes en 20 minutes, les autres légumes secs, il faut non seulement un temps de trempage, puis après un temps de cuisson relativement long. Et ça, c'est peut-être devenu aussi incompatible avec nos rythmes de vie. Donc, une année internationale pour rebooster un peu ces cultures. Donc, partout dans le monde aujourd'hui, enfin cette année, et peut-être aujourd'hui aussi en même temps que nous ici, il y a des conférences, des animations organisées autour de ces cultures. Là, je vous ai mis l'exemple d'une affiche américaine qui est diffusée aussi en Inde et même en Afrique et en Amérique latine, qui est organisée par la Confédération internationale des légumes secs et qui met en avant les grands bénéfices, aussi bien pour la santé, pour les aspects nutritionnels et environnementaux. Et moi, dans cet exposé, je vais revenir un peu, vous expliquer un peu tous ces enjeux qu'il y a autour des légumineuses. En France, vous avez aussi une fédération du légume sec qui a lancé une campagne. Alors, je ne sais pas si certains l'ont déjà vu ou pas, très ciblée à destination des enfants. Alors, je vois qu'il y a 2 enfants dans la salle. Peut-être qu'ils me diront s'ils trouvent ça accrocheur. Ça vous fait penser à des super-héros ou pas. Donc, pour essayer de rebooster là aussi l'intérêt de les consommer au quotidien et même dans les cantines scolaires. Le message de la FAO, il est multiple. Le premier message que fait passer la FAO, c'est d'abord sur l'aspect alimentaire nutritionnel. C'est riche en nutriments. Et là, dans l'exposition, vous avez de nombreuses explications sur leur concentration en protéines, en fibres, en vitamines et minéraux. Ce sont des plantes très riches. Ensuite, c'est de dire aussi qu'elles sont économiquement accessibles. Donc, il ne s'agit pas ici de stigmatiser en disant c'est un produit pas cher, mais c'est de dire que ça permet partout dans le monde de permettre à des populations d'avoir une alimentation équilibrée. Et elles sont également facilement stockables. C'est plus facile de transporter des légumes secs que des haricots verts frais pour les maintenir frais, même si on parcourt plusieurs centaines de kilomètres. Et aussi, elles ont la propriété d'être nutritionnellement aussi bonnes pour l'homme que pour les animaux. Et elles sont notamment, nous, ici en France, on s'en sert pour nourrir les élevages. Les légumineuses, de par cette richesse en nutriments, ont des effets positifs sur la santé, et ceci est de plus en plus mis en avant. Alors, beaucoup dans les pays anglo-saxons qui ont démarré, eux, des campagnes de communication depuis déjà une bonne dizaine d'années dessus, alors que nous, en France, en Europe, on reste quand même... on reste faible au niveau de la communication qui peut être faite. Donc, avec l'année internationale, on espère que ça va être redynamisé. Mais je ne sais pas si vous avez déjà, vous ici, entendu parler d'effets bénéfices par votre médecin généraliste ou par des nutritionnistes. Mais en général, ce n'est pas forcément le discours qui est mis en avant. Pourtant, il y a de nombreuses études cliniques qui montrent que ça permet de prévenir le diabète de type 2, ça réduit l'apparition des maladies cardiovasculaires. Certaines études mettent en avant que ça permet de réduire les risques de certains cancers, notamment du tube digestif et particulièrement du côlon. Et surtout, ça permet de réduire le risque de surpoids. Ça permet donc de lutter contre l'obésité qui se développe dans beaucoup de pays.
Pourquoi? Parce que tout simplement, au-delà de leur apport en protéines, elles sont très riches en fibres. Et si c'est très riche en fibres, ça absorbe les graisses. Donc ça permet de prévenir les risques de surpoids et donc en conséquence de réduire les maladies cardiovasculaires. Donc elles ont beaucoup de bénéfices d'un point de vue nutritionnel. Parallèle à ça, elles ont aussi un intérêt pour être cultivées, puisque comme je vous le disais en introduction, elles n'ont pas besoin d'engrais. Et donc, si elles n'ont pas besoin d'engrais, ça permet de réduire certains gaz à effet de serre qui est lié à l'usage des engrais. Je reviendrai spécifiquement sur ce point à la fin de l'exposé. Et puis, ça permet aussi de diversifier les assolements. Vous savez, aujourd'hui, la France est engagée dans une campagne pour l'agroécologie, pour avoir une agriculture plus durable qui réduit l'utilisation des produits phytosanitaires, les pesticides, les insecticides, les herbicides. Et en fait, tous ces produits, la manière la plus simple de les réduire, c'est de diversifier les cultures dans nos champs. Puisque si vous diversifiez vos cultures, nécessairement, vous stoppez les cycles des ravageurs. Un insecte qui adore manger du blé, eh bien, plus il trouve de blé, plus il va se démultiplier. Si au champ suivant, il trouve une autre culture, il n'ira pas plus loin et son cycle de développement va s'arrêter. Donc une façon de réduire l'utilisation des pesticides, c'est déjà diversifier les assolements. Et enfin, donc, partant de là, si on réduit aussi les produits phyto, eh bien, ça va encourager la biodiversité, aussi bien cultivée que la biodiversité générale au niveau de la flore et de la faune qui peut entourer les cultures. Donc, vous voyez une double vertu, aussi bien nutritionnelle qu'environnementale. Ainsi, la FAO, elle cherche à sensibiliser l'opinion par cette année internationale. Mais plus fondamentalement, ce qu'il y a derrière, il y a d'autres enjeux qui sont très prégnants dans cette année internationale. C'est aussi d'aider le consommateur à mieux reconnecter en fait, les enjeux nutritionnels et environnementaux et à mieux boucler en fait, comment notre alimentation elle influence aussi notre agriculture. Les agriculteurs, ils produisent ce qu'on consomme. Si on change notre mode de consommation, on va inciter les agriculteurs à produire différemment. Et donc, c'est important d'avoir cette reconnexion entre l'alimentation et l'agriculture. Cet enjeu-là, il est fondamental aujourd'hui, comme c'était rappelé à l'instant. On a un enjeu majeur qui est celui de la croissance démographique mondiale. Donc, vous savez qu'on va atteindre à peu près 9 milliards d'habitants d'ici 2050 dans la prévision modérée de cette augmentation. Là, vous avez en fait une carte, ce qu'on appelle une carte morphologique, qui déforme la taille des continents en fonction du poids démographique. Donc on sait bien que le gros poids va devenir de plus en plus sur le continent asiatique, et notamment avec l'Inde. Alors pour le coup, l'Inde, qui est un pays très consommateur, c'est le pays au monde qui consomme le plus de légumineuses, et l'Asie. Nous avons ici à proximité, au niveau du bassin méditerranéen, une importante croissance de la population d'ici 2030, et d'ici 2050 évaluée à plus 26%. Et particulièrement ici sur l'Afrique du Nord par le bassin méditerranéen, cette croissance-là va créer forcément des tensions d'accès à l'alimentation. Et on sait aujourd'hui que derrière l'alimentation, vous avez des enjeux géopolitiques et des conflits et des raisons de migration aussi. Donc il y a des enjeux forts aussi qui vont se jouer au niveau de l'alimentation sur le bassin méditerranéen. Donc je vais revenir maintenant un peu plus dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre en fait le pourquoi de ces enjeux nutritionnels. Bon, d'abord, le premier message que l'INRA cherche à dire, et puis d'autres organismes de recherche, c'est que l'alimentation, ça reste quand même un levier fondamental pour vivre plus longtemps et mieux. Et dans cette alimentation, le message, c'est de dire que les légumineuses à graines, elles pourraient faire partie plus fortement de notre alimentation quotidienne par rapport aux bénéfices qu'elles apportent. Mais ces bénéfices qu'elles apportent, ils vont être envisagés aujourd'hui de manière différente selon les parties du monde. Pour une grosse partie du monde, les enjeux, c'est encore d'éradiquer la faim. Et ça vous est aussi rappelé dans l'exposition. Vous avez encore aujourd'hui un habitant sur 9 sur la planète qui souffre de la faim. Et qui dit souffre de la faim, ne peut pas conduire une vie normale et d'un point de vue n'a pas l'énergie suffisante aussi pour occuper une activité physique ou un travail quand on souffre de la faim. Et vous avez aussi un enfant qui meurt toutes les 6 secondes de la faim aujourd'hui dans le monde. Donc ça, le message de la FAO, lorsqu'il parle de l'année internationale, c'est de dire le premier objectif, c'est éradiquer la faim dans le monde, et particulièrement sur le continent africain, mais encore aussi sur le continent asiatique et en Amérique latine. Donc éradiquer la faim parce que ces graines, elles sont très riches en protéines, et elles sont faciles à conserver, et elles sont économiquement accessibles. Ça coûte moins cher d'acheter des légumes secs que d'acheter de la viande.
Pour nous, pays occidentaux, les enjeux ne vont pas être placés de la même façon, parce que dans ces pays développés, finalement, l'enjeu, ça va être plutôt d'améliorer la santé par l'alimentation, et notamment par rapport à un problème croissant qui est celui du surpoids et de l'obésité qui se développe dans nos pays. Donc là, vous avez un graphique illustratif. Vous voyez la croissance vertigineuse du nombre d'obèses chez les 15 ans et plus aux États-Unis, tendance qui se développe aussi au Royaume-Uni. Donc ici, par exemple, en rouge, vous avez la France. Alors la France, elle a une progression, mais qui reste relativement plus faible que par rapport à ce qui peut être connu aux États-Unis. Un des facteurs explicatifs, c'est qu'on a gardé la tradition des 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et repas du soir, et qu'on grignote moins dans la journée. C'est un des facteurs explicatifs. Aux États-Unis, ils mangent dès qu'ils ont faim, on mange. Et ça, c'est un facteur fort du développement du surpoids, ce que nous expliquent les nutritionnistes. Et le problème de cette obésité, c'est aussi un problème de dépenses publiques, puisque qui dit ces problèmes de poids peuvent entraîner certains problèmes de maladie. Et c'est placé comme un 3e facteur de mortalité dans les pays riches par rapport aux conséquences que ça peut avoir ça favorise l'apparition de certaines maladies. Donc les légumes secs, elles peuvent prévenir les problèmes de surpoids et elles peuvent contribuer à réduire les apports de protéines animales. Puisque quand vous consommez des protéines animales, vous consommez aussi de la graisse. Alors, je vais revenir ici un peu sur quel est le bon apport protéique. Ça, c'est toujours la question qui nous est posée. Donc, moi, je ne suis pas nutritionniste. Donc là, je vous présente les recommandations officielles en France qui émanent de l'ANSES. Et nous avons des nutritionnistes de l'INRA qui sont dans les groupes de travail de l'ANSES. Donc, la règle, elle est très clairement établie. C'est évalué à 0,83 grammes par kilo de poids par jour. Donc chacun, là, vous calculez, par rapport à le poids que vous faites, vous savez quel est votre besoin de grammes de protéines journalier. C'est adapté selon le cycle de vie. Les enfants en ont besoin de plus, une femme enceinte également. Les personnes âgées, elles en ont besoin de plus. La protéine, elle est essentielle pour fabriquer le muscle et pour la croissance, et puis pour d'autres fonctions, je les rappellerai un petit peu après. Aujourd'hui, l'essentiel des protéines, elles viennent de protéines animales, de produits carnés et de produits laitiers. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près un ratio qu'on va simplifier en disant on est un ratio 60% de notre alimentation. 60% de notre alimentation protéique provient de produits animaux et 40% de sources végétales. Puisque la plupart des végétaux, tous les végétaux contiennent des protéines. Certains en contiennent très peu. Les légumes verts en contiennent très peu. Les céréales, on est autour de 10%, tout dépend lesquels, mais autour de 10% de protéines. Et les légumes secs en contiennent beaucoup plus. On est plutôt autour de 20-25% en teneur en protéines. Donc on a un ratio 60-40 en France. Ce rapport-là, dans les pays de l'OCDE, il est évalué à 65-35. Pour vous dire, aux États-Unis, on a un ratio qui est presque proche de 70-30. Donc, un déséquilibre en termes d'apport protéique d'origine animale, alors que les recommandations de l'ANSES, qui sont présentes dans le Programme national nutrition santé, le PNNS, et vous avez des brochures là, ici, qui vous est présentées, les recommandations, c'est d'être dans un équilibre 50-50. Donc on a un peu de marge, nous, à opérer pour réduire un peu notre consommation de produits animaux, et c'est la recommandation officielle aussi dans la plupart des pays de l'OCDE. Et vous voyez qu'on a du travail à faire. Ce que vous avez sur ce graphique, en fait, ce qui est essentiel de retenir, c'est que voilà, vous avez cet équilibre 50, si vous voulez avoir un équilibre 50-50 de protéines animales végétales. En rouge, c'est la part protéine animale et en vert, la part protéine végétale. Et là, vous avez les grands continents, grands pays ou continents. Donc là, vous avez l'Inde, qui consomme très peu de protéines animales, l'Asie, et là, vous allez vers l'Afrique, l'Amérique latine, et là, la Chine qui a explosé avec sa croissance économique, qui a explosé sa consommation de viande, qui est en très fort développement, qui adopte en fait nos régimes occidentaux. Et là, les pays de l'OCDE, l'Europe, et ceux qui sont les plus consommateurs avec les USA et le Canada. Vous voyez ? Donc là, en fait, ce qui est en dessous de la barre noire, c'est ce rééquilibrage-là. Il faut réduire la consommation de viande. Et la Chine, qui est en plein développement, a déjà dépassé donc, cette barre. Et donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une convergence des régimes alimentaires. Je crois que c'est la slide suivante. Oui, voilà. On a en fait, ce qu'on observe d'un point de vue historique, c'est qu'on a une convergence. À l'échelle mondiale, ça s'opère dans tous les pays.
Quand le niveau de revenu augmente, qu'il y a un développement des classes moyennes, on a un développement de la consommation de viande. Alors les nutritionnistes nous expliquent que c'est normal parce qu'on a de l'appétence pour la viande, notre corps humain est fait pour digérer de la viande. Après, le problème, c'est l'équilibre. C'est-à-dire on n'est pas là pour consommer trop de viande. Il faut avoir un équilibre dans ce que ces produits animaux représentent dans notre régime alimentaire. Et donc c'est là qu'on parle de première transition alimentaire, comme on a parlé par le passé des transitions démographiques. La première transition alimentaire, c'est le développement de la consommation de viande. Et on voit la convergence, même sur des pays, même l'Inde, qui a une tradition sur les protéines végétales, elle va un petit peu vers la consommation de viande, et puis d'autres pays ont une plus forte tendance. Et donc, ce qu'on observe, c'est que des pays aujourd'hui qui se développent, finalement, ils ne tirent pas les leçons des excès qu'on a pu avoir. Donc, les pays asiatiques, aujourd'hui, ils recopient nos régimes occidentaux. Et donc, avec la croissance démographique mondiale, ça va créer des fortes tensions dans les années à venir. Cependant, forte tension sur l'avenir sur les protéines. Donc, protéines animales. Et donc forcément, je ne vais pas trop en parler parce que je n'aurai pas le temps ici, mais s'il y a une tension sur les protéines animales, il y aura forcément une tension sur les protéines végétales, puisque 70% des protéines végétales à l'échelle mondiale servent à nourrir les élevages. Et donc il va y avoir des tensions sur l'équilibre aussi entre où vont ces protéines végétales vers nourrir les animaux ou nourrir les hommes. Mais donc cependant, on observe quand même des inflexions. Donc, et aujourd'hui, on est en train de se demander si on va vers une seconde transition alimentaire. Là, je vous ai donné un graphique pour la France, mais c'est valable pour d'autres pays de l'OCDE et même légèrement aux États-Unis aussi, ça s'observe. On a depuis le début des années 2000, qui était en fait la période de la crise de la vache folle, une tendance à la baisse de la consommation de viande. Et ça se poursuit. Tous les ans, on voit que ça s'infléchit très légèrement. Même si on est encore en excès par rapport à l'équilibre 50-50, on voit que ça s'infléchit. Mais par contre, juste une petite remarque, si on baisse la consommation de viande, on a tendance à rééquilibrer la part des viandes. Donc aujourd'hui, c'est la viande de porc qui est la plus consommée. Mais la viande qui progresse le plus, c'est la viande de volaille. On pense pour des considérations du fait qu'il n'y a aucun tabou religieux sur la volaille et qu'elles sont très faibles en matière grasse. Donc c'est la viande qui est de plus en plus préférée par le consommateur. Mais donc, cet infléchissement dans la consommation de viande laisse penser qu'on va rentrer dans une seconde transition alimentaire à horizon 2030. Donc là, je vous présente un schéma. Alors, il est un peu compliqué quand on le présente comme ça, mais c'est juste vous dire que cette transition alimentaire, c'est un peu le parallèle des courbes que vous avez dû connaître. C'est enseigné au lycée, là, les courbes de transition démographique. Donc en fait, cette transition alimentaire, elle se comprend par rapport à la quantité de protéines animales et de protéines végétales. La courbe verte, c'est les protéines végétales, et la courbe rouge, c'est les protéines animales. Donc la première transition alimentaire, elle est là. C'est-à-dire on commence à augmenter nos protéines animales et parallèlement, on réduit notre consommation de protéines végétales. Nous, au XXe siècle, on a fortement augmenté notre consommation de protéines animales et on a réduit notre consommation de protéines végétales, notamment les légumes secs sont moins consommés. Et en même temps, on augmente la quantité générale de protéines. Puis on arrive à un palier, et là, nous, Européens, on est plutôt dans ce palier-là, Européens, pays de l'OCDE, mais on sent qu'il y a des infléchissements qui démarrent, et notamment, là, cette courbe, c'est les prévisions qui ont été faites pour la France. Les Américains, on voit qu'ils vont... on ne sait pas encore vers quelle tendance ils vont aller, parce qu'ils continuent à manger beaucoup, donc on ne sait pas trop. Mais nous, en France, on se dit qu'on va avoir cette deuxième transition qui va s'opérer d'ici 2030. Donc c'est pour ça que l'INRA et d'autres organismes de recherche s'y préparent. On va poursuivre la réduction de la consommation de viande. On va augmenter la consommation de protéines végétales. Mais à quel moment les deux courbes vont se retrouver, on ne sait pas encore. 2030, c'est peut-être un peu rapide. Peut-être que ça sera plutôt 2050. Et tout va dépendre des tensions qu'on va avoir sur les marchés au niveau international, la vitesse à laquelle ces courbes vont se rejoindre, et c'est ça qu'on va appeler deuxième transition alimentaire. Et donc l'enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que la FAO lance cette année internationale, c'est dans ce rééquilibrage, quelle place vont occuper les légumineuses. Donc il y a deux grandes tendances qui vont favoriser cette transition, cette seconde transition alimentaire. Enfin, il y en a plusieurs, mais là je vais mettre l'accent sur deux d'entre elles.
Le premier enjeu, c'est pour les plus de 60 ans. Je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Pourquoi les plus de 60 ans, il y a un enjeu dessus? Mais parce qu'en fait, on s'aperçoit que les plus de 60 ans, ils consomment nettement moins de viande. Alors, les nutritionnistes, ils nous expliquent qu'ils consomment moins de viande pour différentes raisons. Déjà, une moindre appétence pour la viande. Le goût change hein, quand on évolue, hein, on apprend à savourer le vin. Et puis sur la viande, eh bien, des fois, on a du mal, on a moins d'appétence. Et pourquoi on a moins d'appétence? En fait, ce qu'ils nous expliquent, c'est que passé 40 ans, 50 ans, en fait, on a certaines enzymes dans le tube digestif qui changent, et donc on digère moins bien. Donc je ne sais pas qui arrive encore à digérer une entrecôte de 300 grammes le soir, à plus de 60 ans. Peut-être qu'un garçon de 20 ans arrive à bien la digérer, mais voilà, passé 50-60 ans, on ne la digère plus de la même façon. Donc du coup, ça ne donne plus envie d'en manger. Et ensuite, alors là, c'est quand même pour les largement, je pense, beaucoup plus âgés, on peut avoir des problèmes de mastication, tout simplement. C'est beaucoup plus dur de mâcher de la viande que de mâcher des graines de lentilles cuites. Et donc, ce qui se passe, c'est que les plus de 60 ans, ils ont tendance à être carencés en protéines. Alors que nous, les autres adultes, on n'est pas du tout carencés en protéines, on en mange trop, hein, en moyenne. Mais les plus de 60 ans, eux, ils sont carencés. Et ça, c'est un gros problème de santé publique et de dépenses publiques, parce que si on est carencé en protéines, ça veut dire qu'on perd son muscle. Une personne âgée qui perd son muscle, ça veut dire qu'elle aura tendance à chuter plus rapidement, à faire une mauvaise chute. Elle aura aussi une moins bonne protection de ses os. L'apport en protéines est aussi essentiel pour maintenir le système immunitaire. Ça a aussi des fonctions au niveau du cerveau, de beaucoup de choses. Et donc là, il y a un enjeu de rééquilibrer l'alimentation protéique des plus de 60 ans. Et donc là, est-ce qu'on se tourne vers une alimentation plus végétale qui aura peut-être une plus grande appétence? Et l'enjeu est d'autant plus fort, puisque là, vous aurez eu le temps de l'observer. D'ici 2030, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Et après, on estime que d'ici 2050-60, ça va se stabiliser. Et on va avoir les mêmes tendances à l'échelle mondiale. La population va vieillir. Et donc, la population des plus de 60 ans, ça sera un tiers de la population à horizon très proche. L'autre tendance, c'est au-delà de cette population spécifique sur laquelle on sait qu'il y a des industries agroalimentaires qui travaillent sur ce sujet-là, c'est les nouvelles tendances de consommation, qu'on a tendance à recouper sur la dénomination, on dit Veggie. En fait, c'est un vocable qui vient du végétarisme. Et donc, vous avez peut-être ici dans la salle, il y a des végétariens ici dans la salle. Alors, sur un sujet légumineux, sans végétarien dans la salle, là, vous faites un record au Visiatome, hein, parce que d'habitude, on attire plutôt quand même sur ce sujet-là les végétariens. Donc, les végétariens connaissent très bien la consommation des légumes secs. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle en fait le mouvement flexitarisme. Et ça, on sent ce développement très marqué dans toutes les couches sociales et tous les âges. Flexitarisme, c'est de se dire je mange nettement moins de viande, mais surtout ils disent un jour dans la semaine, je ne mange pas de viande. Alors par contre, attention, si je ne mange pas de viande, je mange quand même un autre produit qui m'apporte des protéines. Parce que j'y reviendrai après sur certaines propriétés. Si je ne mange pas de protéines tous les jours, je perds mon muscle. Donc c'est ce mouvement où je réduis. Et puis là, j'ai pris en photo là récemment, c'est dans les kiosques, c'était dans le kiosque le mois dernier. Voilà, une série recettes. Et ben voilà, mes 100 recettes préférées sans viande. Carrefour qui a lancé un rayon Veggie avec des steaks végétaux. Et derrière ce mouvement Veggie, souvent est rattaché aussi un enjeu produits naturels, aliments santé, le bio. Alors de toute façon, au bio, on sait que les consommateurs bio consomment 2 à 3 fois plus de légumes secs que le consommateur conventionnel. Donc on sait que le consommateur bio a une connaissance des enjeux nutrition santé qui est généralement plus marquée. Et on voit aussi dans le reste du monde, là je vais rester sur des exemples occidentaux, aux États-Unis, vous avez Barilla, qui est le premier groupe pastier mondial, qui a un gros marché aux États-Unis, qui a développé depuis le début des années 2000 des pâtes qui mélangent de la farine de blé dur avec de la farine de légumes secs, notamment lentilles, pois chiches. C'est un produit qui marche très bien, qui se développe aux États-Unis et qu'ils ont appelé Protéine Plus, pour bien mettre l'accent justement sur l'apport en protéines. Alors, je vais y revenir parce qu'en fait, la nature est bien faite. Les protéines de céréales et de légumes secs se marient très bien d'un point de vue nutritionnel. Je vais y revenir. Ça permet d'avoir une protéine complète qui pourrait être comparable à celle de la viande. Donc, je vais y revenir.
Mais donc, Barilla a développé ce produit. Et là, est en négociation, et ça va, on a vu les accords, là, qui nous a annoncé que ça allait démarrer, d'insérer ces produits dans les cantines scolaires américaines. Donc vous voyez, nous, ce n'est pas du tout commercialisé en Europe. Barilla considère que le consommateur européen n'est pas encore prêt. Mais aux États-Unis et au Canada, où on voyait, je vous rappelle, ces pays-là où il y a des problèmes aussi de surpoids et de nutrition qui sont très marqués, ces produits-là ont fortement démarré. Et vous avez aujourd'hui la nouvelle tendance des fonds d'investissement américains, notamment tous les fonds d'investissement qui ont financé Facebook, Google ou autres, et bien aujourd'hui sont en train de miser sur les industries agroalimentaires qui développent les protéines végétales. Ils sont beaucoup sur ce marché qu'on appelle les MPV, les matières protéiques végétales, qui sont en pleine expansion au niveau mondial. Et donc là, vous avez les PDG de ces gros fonds financiers qui sont dans la Silicon Valley et qui en général voient assez bien les grandes tendances du marché. Et donc là, vous aviez le témoignage, il disait, je suis sûr que d'ici 10 ans, ce marché des substituts de viande pèsera plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et donc, comme vous le disiez, nourrir la planète pose beaucoup de problèmes. Et généralement, quand il y a beaucoup de problèmes, on peut gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, face à ces besoins et à ces tendances alimentaires, l'intérêt des légumineuses, comme elles sont riches en protéines, se renouvelle. Mais alors attention, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. À aucun moment, j'ai dit qu'il ne fallait pas consommer de viande. Il faut consommer des protéines animales, parce que la protéine animale, elle est excellente. Mais par contre, il faut équilibrer. Il ne faut pas trop en manger. Il faut être dans l'équilibre. Donc, je vais revenir sur certaines considérations nutritionnelles des légumineuses. Alors là, j'ai repris directement des slides, une présentation de Dominique Léron, qui est un directeur de recherche émérite sur le sujet, qui vient de partir à la retraite, mais qui nous a fait une présentation là, le 3 mai au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Donc j'ai repris sa présentation. Donc il vous rappelle que nous avons quotidiennement des besoins protéiques. Une protéine, c'est quoi? C'est un assemblage en fait, d'acides aminés. Et en fait, nous, le corps humain en synthétise, mais par contre, il y a 9 acides aminés dits indispensables, car on ne les synthétise pas, et donc il faut qu'on les trouve dans notre nourriture. Et ces acides aminés indispensables, on les trouve, les 9 d'un seul coup, dans la viande. Dans la viande, les produits laitiers, les œufs, le poisson, vous avez les 9 du premier coup. Donc si vous mangez de la viande, vous avez tous vos acides aminés indispensables. Et donc, comment ça se comprend en fait? C'est tout simplement que vous pouvez observer qu'on a tendance à ressembler un peu plus, enfin notre métabolisme ressemble plus à celui d'un animal qu'à celui d'une plante. Et donc forcément, si on mange des protéines animales, on les digère, on les assimile beaucoup plus facilement en fait. Mais les protéines végétales ont été à la base de l'alimentation de nombreuses civilisations, donc il y a des propriétés qui sont intéressantes. Et donc, elles n'ont pas spontanément les 9 acides aminés essentiels. Aucune plante n'a ces 9 acides aminés essentiels. Par contre, la nature est bien faite. Je vais passer. La nature est bien faite, c'est plus tard. Vous avez en fait les céréales et les légumes secs ont des acides aminés qui se complètent. Alors là, vous avez juste aussi une comparaison des teneurs en protéines. Voilà, une ration de 200 grammes de légumes secs cuits, c'est 17 grammes de protéines. Évidemment, une portion de viande cuite de 80 grammes, c'est 22 grammes de protéines. Un adulte de 70 kg, si on reprend la recommandation ANSES, il a besoin de 58 grammes par jour. Donc vous voyez comment vous pouvez compléter. Si vous mangez un très gros steak à midi, le soir, vous pouvez juste manger une petite portion de lentilles, ça vous suffira. Donc voilà, sur la complémentarité, voilà, c'était cette slide. En fait, les protéines de légumes secs sont riches en 2 acides aminés principaux qui sont la lysine et la phénylalanine, mais elles sont pauvres en méthionine et cystine. Et les céréales, c'est l'inverse. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, si vous les associez entre eux, vous retrouvez vos 9 acides aminés essentiels. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'était à la base de nombreuses civilisations qui n'avaient pas accès à la viande. Autrefois, on n'avait pas des élevages. Pourquoi on n'avait pas d'élevage aussi développé? Pourquoi on n'avait pas des élevages qui étaient aussi développés qu'aujourd'hui? Oui, mais pourquoi on ne faisait pas de l'élevage avant? Il
n'y avait rien pour les faire nourrir. Déjà, les hommes eux-mêmes avaient des famines, ils n'arrivaient pas à se nourrir eux-mêmes. Donc, ils n'avaient rien pour nourrir les bêtes. Et la seule bête qui nourrissait dans la ferme, c'était celle qui allait servir d'énergie pour labourer le champ. Et surtout, on ne la tuait pas, parce que si on ne l'avait plus, on ne labourait plus le champ et on avait encore moins à manger. Donc, on n'avait pas de quoi pour nourrir les bêtes, il n'y avait pas d'élevage développé. Et donc, à la base de l'alimentation, vous regardez les associations céréales, pain de plat traditionnel dans tous les continents, on avait des associations entre légumes secs et céréales. Les Incas se sont développés sur l'association maïs et haricots, par exemple. Donc ça a permis à la civilisation quand même de continuer à croître en taille moyenne de population et à se développer. Mais aujourd'hui, où on a développé les élevages, on a développé la consommation de viande, eh bien, on n'a plus trouvé si intéressant de consommer ces légumes secs qui étaient consommés largement par le passé. Donc aujourd'hui, en France, on en consomme très peu, alors que dans le reste du monde, quand même, il y a une tradition qui est restée ancrée. Donc là, vous avez des données qui ont été remontées de la FAO. Donc là, vous avez en fait les camemberts. Plus le camembert est gros, plus on en consomme, en moyenne par habitant par an. Donc vous voyez, donc l'Europe, c'est nous qui en consommons le moins. On est à 2,7 kg par personne par an. Et puis les différentes couleurs des camemberts, en fait, c'est les différents légumes secs. Donc vous voyez que selon les continents, les traditions ne sont pas les mêmes. L'Amérique latine, même les États-Unis, on sait très bien qu'ils consomment beaucoup de haricots. Nous, en Europe, on consomme un peu plus sur le pois et la lentille aussi, là, qui n'est pas détaillée, mais c'est plus la lentille. Et en Afrique, une consommation qui est restée aussi importante avec d'autres espèces que les nôtres. Il y a des milliers de variétés de légumineuses à graines cultivables dans le monde. Et donc en Europe, nous, la France, on fait figure de mauvais élèves. On consomme 1,7 kg par an par habitant. Ça fait 13 grammes par jour en moyenne. Et puis, il y a un Français sur 3 qui déclare ne jamais en manger. Quand vous regardez par rapport aux autres sources de protéines végétales, donc les céréales, principal le blé, on consomme essentiellement du blé, donc là c'est en équivalent en grains. Ça ne veut pas dire qu'on mange 90 kg de blé, c'est l'équivalent en grains là ici qui est donné. Mais on voit bien que le rapport de grandeur est très différent entre la consommation de blé et la consommation de légumes secs. Donc c'est aussi dire que dans nos apports protéiques végétaux, il y a un rééquilibrage à avoir entre les espèces cultivées. Au Canada, ils ont relancé très fortement la consommation de légumes secs. Alors ils se sont engagés depuis les années 90, le début des années 90. Ils avaient déjà une consommation assez traditionnelle autour du haricot. Ils ont relancé par des campagnes de communication auprès du consommateur, dans les cantines scolaires ou autres. Ils sont aujourd'hui à 11 kg en moyenne par an par habitant. Donc nous, on a de la marge. Alors comment comprendre pourquoi finalement on en consomme peu et puis on en entend peu parler? Alors, il faut revenir en fait sur les recommandations nutritionnelles et les politiques nutritionnelles. C'est quand même le levier par lequel on éduque et on informe le consommateur et puis tous les autres prescripteurs. Les cantines scolaires, par exemple, ils s'appuient sur les recommandations officielles du PNNS, de l'ANSES pour penser les régimes, la composition des menus pour les enfants. Dans la restauration collective, c'est pareil. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, mais pareil, je vais le voir au Canada et aussi en Angleterre, en fait, les légumes secs ont toujours été classés comme source de protéines végétales. Donc ils sont mis dans les pyramides alimentaires, ils sont toujours mis à côté de la viande. Ils sont placés, les légumes secs sont placés en alternance de la viande. Alors malgré le fait qu'ils ont, on a vu tout à l'heure, un déséquilibre dans la consommation protéines animales, protéines végétales, bon, malgré ça, peut-être le problème chez eux, c'est pas parce qu'ils en consomment plus que nous. Le problème chez eux, c'est qu'en fait, ils mangent trop. C'est pas tant, il y a le déséquilibre, mais il y a aussi le fait qu'on mange trop. Donc ça a toujours été catégorisé en source de protéines. Et donc vous voyez dans les pyramides, manger meat, viande, bean, haricots. Manger de la viande et des haricots. Donc peut-être aussi, ça devient trop. En Angleterre, donc eux aussi en Angleterre, c'était dans la pyramide alimentaire, les légumes secs sont placés à côté des produits animaux. Et là, en 2016, au début de l'année 2016, ils ont relancé des campagnes de communication en disant mangez plus de haricots, et Pulsis, c'est l'ensemble des légumes secs et autres légumes secs.
Dans les pays latins, on a quand même des traditions aussi marquées. En Espagne, en Italie. En Espagne, c'est aussi dans la catégorie produits animaux. En Italie également. Donc ça fait partie du groupe protéique du régime alimentaire méditerranéen. Et nous, la France, vous le verrez sur les brochures qui sont à votre disposition, nous, on le garde catégorisé en tant que féculent. Alors pourquoi c'est catégorisé en tant que féculent ? C'est les traditions alimentaires, les habitudes de consommation. Ça a été décidé ainsi à un moment donné. On est resté sur cette catégorie-là. Et puis, la Direction générale de la santé vous dira « Mais nous, en France, on n'a pas un problème d'accès aux protéines. » Donc, pourquoi le catégoriser en source de protéines alors qu'on en mange trop de protéines à la rigueur ? Mais donc, aujourd'hui, le débat, c'est vraiment de travailler sur cette question de rééquilibrage des protéines animales et végétales. Le prochain PNNS va bientôt paraître. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils allaient essayer de mettre l'accent sur les légumes secs en les distinguant des autres féculents, en disant que c'est des féculents complexes qu'il faudrait manger régulièrement, voire quotidiennement. Mais ça ne sera toujours pas identifié comme protéine. Peut-être dans la prochaine décennie, ça le sera. Alors, juste un petit graphique pour revenir un peu donc, dans le monde de qu'est-ce qui se passe. Dans le monde, c'est quand même une culture des cultures qui se sont maintenues, puisqu'on voit depuis le début des années 60, elles avaient tendance un peu à stagner, ça ne s'est pas fortement développé. Mais par contre, on voit que le haricot est quand même tendance à la hausse. Le pois chiche, beaucoup porté par l'Inde. L'Inde importe beaucoup de pois chiches. Ils n'arrivent pas à satisfaire leur consommation nationale. Le développement aussi, là on est de la lentille. Et là, alors on n'a pas de données parce que le soja sert beaucoup à l'alimentation animale et donc on n'arrive pas à avoir des données qui remontent pour distinguer l'usage humain et animaux. Mais le soja, c'est quand même la deuxième légumineuse à graines consommée chez l'homme, dans le monde. Nous, en France, on ne consomme pas beaucoup de soja. En France, qu'est-ce qu'on a en France au niveau de la production ? La production, pareil, elle est plutôt stagnante, voire à la baisse pour le haricot. La production, le légume sec le plus consommé en France, ça reste la lentille, avec de fortes traditions autour des AOC. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc, c'est une consommation faible, parce que le total légumes secs en France récolté, c'est 80 000 tonnes. Pour un pays comme la France, qui est un pays agricole exportateur, c'est ridicule. À côté des 72 millions de tonnes de céréales qui ont été récoltées en 2014. Et surtout en France, je vous disais, on s'en sert, nous, en France, pour nourrir les élevages. Et notamment en France, la culture légumineuse à graines qui est la plus cultivée, c'est ce qu'on appelle le pois protéagineux. C'est un pois très riche en protéines. Et c'est l'essentiel qui est cultivé en France. Mais ça représente 2% de l'assolement des grandes cultures françaises. Donc c'est vraiment, je vous disais, c'est tout petit. Les févroles, on trouve du soja qui se développe pour... Là, c'est surtout du soja beaucoup qui est utilisé pour les élevages bio ou garantis sans OGM. Parce que sinon, tout le soja qu'on importe dans les élevages, c'est du soja OGM. On nourrit l'essentiel de nos bêtes avec du soja OGM. Et là, vous avez ensuite la proportion des autres légumes secs. Et bien voilà, à côté, c'est tout faible. La lentille, c'est 2%. Le haricot sec, c'est à 1%. Voilà. Vous avez une très faible proportion des autres légumes secs. Et c'est surtout une orientation qui était destinée à l'alimentation animale en France. Donc du coup, ce qui se passe, parce que je vais commencer à recoupler progressivement vers les enjeux agricoles et les enjeux environnementaux, comme on a une faible production nationale, la conséquence, c'est que bien qu'on en consomme très peu, la moitié de notre consommation vient des importations. Donc en France, la stratégie des producteurs pour faire face aux importations, c'est de développer les labels. Et donc les légumes secs, c'est une des catégories d'aliments sur lesquelles vous avez le plus de labels par rapport à d'autres catégories. Vous avez beaucoup d'AOC, d'AOP pour se prémunir justement des importations. Là, je vous ai pris en photo, c'est le petit stand de légumes secs dans le supermarché où je fais mes courses, à côté de Toulouse. Et donc vous voyez, donc là, ils avaient fait l'effort de faire un stand de légumes secs, donc très bien. Et puis quand on cherchait, il fallait chercher quand même les produits français. On finissait par les trouver, mais on voyait qu'en fait, les produits français, essentiellement, à part pour le pois cassé, c'était ceux qui étaient sous label. Vous aviez la Mogette de Vendée, la lentille vert du Puy, vert du Lauragais, le haricot tarbé, le haricot de Castelnaudary. Après les autres, c'est de l'importation. Vous avez même des lentilles bio qui viennent du Canada. Et puis alors, ça c'est la grande distribution. Pour inciter le consommateur, c'est vrai qu'on vous annonçait déjà trempage 12 heures, cuisson 40 minutes. Bon, en plus, ils ont collé la même étiquette à tout le monde, alors que les temps de cuisson quand même ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis alors, pour la petite blague, ils avaient mis le maïs avec trempage inutile, cuisson 3 minutes.
Donc le record, mais ce n'est pas un légume sec. Hein. Donc voilà. Donc, faible consommation n'incite pas à produire chez les agriculteurs. Et donc aujourd'hui, pour préparer l'alimentation de demain, la stratégie de l'agroalimentaire, c'est de travailler sur des nouveaux produits à base de protéines végétales qui seraient un peu plus attractifs que, effectivement, le petit salé aux lentilles ou le cassoulet. Voilà, on peut faire des salades de lentilles, des salades de haricots, mais au bout d'un moment, le consommateur trouvera peut-être ça un peu long, fastidieux à préparer. Donc, un des enjeux, c'est de développer des produits de consommation courante. Et puis, tout simplement, ce qu'on dit, nous, aux politiques pour essayer de soutenir cette production-là, personne chez soi ne mange des grains de blé bouillis. Qui mange des grains de blé bouillis chez lui? On mange des pâtes. Vous, ça mangez? Non, c'est bien. Bravo. Non, bravo. Vous êtes courageux. Et on mange des pâtes, on mange des gâteaux, on mange du pain, mais on mange peu de grains de blé bouillis. Et pour les légumes secs, l'essentiel de la préparation, c'est quand même présenter forme bouillie, on les a fait cuire à l'eau. Alors il y a des farines, ceux qui sont experts, qui connaissent bien, on peut faire des gâteaux avec de la farine de pois cassée, avec de la farine de pois, on peut faire des choses excellentes, mais c'est quand même peu développé. Donc aujourd'hui, la stratégie de la grande distribution et des industries agroalimentaires, c'est de développer des nouveaux produits. Donc vous avez ici l'image d'un steak riz lentilles qui a gagné le prix Éco-Trophélia. C'est un grand prix de l'agroalimentaire pour les élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs, qui a remporté ce prix en 2012 et qui commence aujourd'hui à être commercialisé dans la restauration collective. Et vous avez aussi tout ce que, ça je pense ici, il y en a certains qui ont dû en consommer, vous avez les mélanges blé de céréales, mélanges blé légumes secs, souvent qui ont eu un procédé de cuisson, de déshydratation, donc ils sont prêts à cuire ou juste à réhydrater, pour équilibrer en fait les temps de cuisson entre le blé et le légume sec, parce que le légume sec a besoin d'un temps de cuisson plus long. Donc la stratégie, c'est qu'on les fait pré-cuire, et comme ça le consommateur peut avoir un temps de cuisson uniforme sur ces mélanges. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. Et vous avez aussi d'autres stratégies, j'en parlais un petit peu tout à l'heure à Baria, c'est de travailler les farines en fait, de ces produits. Dans ces matières protéiques végétales, alors vous avez la notion de farine, vous avez aussi des concentrés isolables, vous avez en fait différentes façons de fractionner ces graines, de les transformer, et vous les réincorporez dans différentes recettes agroalimentaires. Vous avez en fait plein d'applications aujourd'hui qui sont en train d'être étudiées. Par exemple, les graines de lupin sont utilisées en pâtisserie pour remplacer le jaune d'œuf, parce que elles sont jaunes. Et ça a une propriété émulsiante qui permet de remplacer le jaune d'œuf en pâtisserie. Et puis pour l'industrie agroalimentaire, c'est une économie de coût que plutôt utiliser des œufs. La farine de fèvre, dans la plupart des pains, on a un petit pourcentage de farine de fèvre parce que ça permet d'éclaircir la mie du pain. Donc vous avez différentes propriétés sur ces légumineuses qui aujourd'hui sont étudiées par l'agroalimentaire et qui permettent donc d'augmenter aussi leur consommation dans différentes préparations. Et souvent, ça vise... Alors aujourd'hui, les segments qui sont visés, c'est beaucoup les produits régimes sportifs, seniors, le snacking, parce que c'est très concentré en protéines. Mais Baria, eux, leur positionnement aux États-Unis, c'est vraiment, ils le disaient, c'est la famille avec enfants. On leur propose un plat complet le soir à faire cuire rapidement. Voilà. C'est équilibré en protéines et c'est un plat rapide à faire cuire. Bien que ce ne soit pas présenté comme un substitut de la viande, hein. C'est un autre produit qui vise à diversifier nos apports protéiques. Nous, ici en France, que pense le consommateur des protéines végétales? Alors, on a eu quelques enquêtes sur les protéines végétales. Alors, à notre grand étonnement, quand on a eu le résultat de l'enquête, c'est que 50% des consommateurs trouvaient que ça avait la même qualité gustative. Moi-même, j'étais étonnée, parce que personnellement, je ne trouve pas que ça a la même qualité gustative, mais 50% des consommateurs étaient prêts à consommer aussi bien des protéines animales que végétales pour la même qualité gustative. Par contre, ce qui était intéressant d'observer là, et là, il y a un enjeu fort pour les politiques publiques d'un point de vue éducation à la nutrition, c'est que on s'aperçoit que quand on attribue une note pour savoir un peu l'image que ça représente pour le consommateur, ceux qui les apprécient le plus, ce sont souvent donc, les personnes âgées, les foyers végétariens. Quand on est végétarien, on est obligé de savoir équilibrer ses sources d'aliments pour ne pas être carencé en protéines. Et ceux qui les notent les plus négativement, ce sont ceux qui souffrent d'obésité. Donc vous voyez que
on peut comprendre aussi certains problèmes quand on comprend le contenu de ces enquêtes. Donc globalement, à l'échelle de l'ensemble de la population, on va dire qu'elles sont bien perçues, mais modérément appréciées, et que donc il y a du travail à faire sur la communication de leurs bienfaits et aussi sur la qualité gustative, où quand même il y en a encore certains qui estiment que ça va. Il y en a un quart de la population qui estime que le goût va poser problème. Et dans certaines préparations, des fois, le pois, par exemple, ça peut ressortir un peu marqué en goût et ça peut déplaire à certains consommateurs. Donc juste aussi que dans l'industrie agroalimentaire, elle s'interroge beaucoup sur comment elle cible ces produits d'un point de vue marketing. Et donc là, vous aviez une petite enquête, ça m'avait bien fait rire, je l'avais fait voir à mon époux qui est ici présent. Tu vois, quelle est la différence de perception de qu'est-ce que c'est que bien manger pour les femmes et les hommes? Et donc pour les hommes, c'est quand même, avant tout, c'est quand on a faim de bien manger et que ça répond à le besoin de bien manger. Et les femmes étaient beaucoup plus attirées par la notion de manger sain, d'apporter des légumes, des protéines, sainement, avaient un regard différent sur l'alimentation. Je vais terminer la conférence pour revenir assez brièvement sur quelques enjeux agro-environnementaux. Je l'ai dit en introduction, donc ces plantes, elles ont aussi, au-delà des vertus qu'elles peuvent avoir pour l'alimentation, c'est qu'elles peuvent avoir des bénéfices environnementaux importants, notamment au fait que donc elles ne nécessitent pas d'engrais. Donc juste, pour l'agriculture, le chiffre à retenir à l'échelle mondiale, l'agriculture, ça représente quand même 11% des émissions de gaz à effet de serre, et 24% si on inclut la déforestation, et en grande partie la déforestation en Amérique latine, qui est due pour cultiver le soja qui part où? Pour nourrir les élevages des pays occidentaux. Donc vous voyez les enjeux de rééquilibrage aussi qu'il y a d'un point de vue environnemental. En France, l'agriculture, qui occupe une grande place, dans l'agriculture occupe une grande place, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et en fait, 10%, dans ces 20%, il y a la moitié qui sont liées à une réaction chimique qui se passe lorsqu'on épand les engrais. Et ça se passe partout pour les grandes cultures, mais même chez vous, quand vous utilisez des engrais pour les plantes, vous créez une dénitrification de l'azote qui épand un gaz à effet de serre. Et le nitrate d'azote a un gaz à effet de serre avec un pouvoir réchauffant beaucoup plus fort que le dioxyde de carbone. Les autres gaz à effet de serre, c'est lié aux élevages, avec l'émission de méthane des vaches, qui est aussi un gaz à effet de serre à très fort pouvoir réchauffant. Et donc vous voyez que là, il y a un enjeu de réinsérer plus de légumineuses dans l'agriculture pour réduire les gaz à effet de serre, aussi bien parce qu'on va plus les cultiver, donc on utilisera moins d'engrais, et aussi bien si on rééquilibre aussi la position de l'élevage. Juste plus dur que cette question des engrais, elle est fondamentale en France. Il y a de gros travaux de recherche dessus. Là, un petit graphique, juste retenez les deux courbes. En fait, en rouge, vous avez l'évolution depuis les années 60 des apports d'engrais. Et vous voyez que c'est croissant. Mais en même temps, ça a permis quoi de faire plus d'apports d'engrais? Ça a permis d'augmenter le rendement des céréales. Là, vous avez la courbe en verte. Donc, il y a une corrélation très forte. Mais aujourd'hui, là, c'est un graphique qui s'arrête en 2000. Je n'ai pas mis, mais il y a des derniers travaux de recherche qui montrent qu'aujourd'hui, on a atteint une certaine stagnation dans les rendements. La France est le pays au monde qui a les plus forts rendements céréaliers, mais parce qu'on utilise aussi beaucoup d'engrais. Et là, aujourd'hui, on a une stagnation. Et cette stagnation, elle est peut-être expliquée par le fait qu'on a réduit la diversité cultivée. Et en réduisant la diversité cultivée, vous avez cassé certaines régulations biophysiques, bioécologiques, qui fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une stagnation. Là, vous avez la carte de France sur la culture blé tendre. La culture blé tendre, c'est la culture la plus cultivée en France. Mais surtout, là, c'est vous dire la dérive qu'on a eue dans la spécialisation. Le blé, c'est ce qu'on consomme le plus. Bon, c'est la base de notre alimentation. Mais on en consomme de plus en plus. Et donc, l'agriculteur, il est tenté de faire revenir le blé beaucoup plus fréquemment. Et en agronomie, le principe de base qui est enseigné en agronomie, c'est qu'il faut diversifier d'une année sur l'autre la culture sur un champ. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on observe de plus en plus des blés sur blé, voire de la monoculture de blé. Alors là, on met du blé pendant 3 ou 4 ans, ou des rotations courtes, c'est-à-dire on fait revenir un blé tous les 2 ans. Et au total, c'est quand même 40% de notre sol qui est selon ce principe de faible diversité cultivée. Et c'est là que ça pose de grands problèmes environnementaux et relatifs à l'utilisation des produits phytosanitaires. Je vous le disais en intro, si on veut réduire les produits phytosanitaires pour répondre aux défis de l'agroécologie, il faut qu'on réallonge les rotations, et notamment en insérant des légumineuses.
Mais les agriculteurs vous diront, moi je réinsère des légumineuses si j'arrive à les vendre. Et j'arriverai à les vendre si le consommateur peut-être en consomme un peu plus. Je vais passer sur celle-ci. Donc sur l'empreinte écologique de notre alimentation, on a un enjeu fort de relancer la consommation des légumes secs, puisque si on les cultive plus, ça permettra de réduire les apports d'engrais, donc on améliore l'empreinte écologique des autres produits végétaux. Mais en même temps aussi, j'en ai très peu parlé parce que je n'avais pas le temps, mais il y a un enjeu fort aussi aujourd'hui de les développer pour nos élevages, pour avoir des élevages de qualité. Aujourd'hui, les élevages, les légumineuses à graines, dans les élevages, c'est à peu près 2% de la ration. L'essentiel vient des céréales et des tourteaux de soja. Et l'essentiel des tourteaux de soja sont des tourteaux importés et des tourteaux de soja OGM importés. Si on les développait un peu plus dans l'alimentation des animaux, on inciterait aussi un peu plus à les cultiver. Et donc, pour massifier la culture des légumineuses, il faut jouer sur les deux. C'est la consommation humaine, mais aussi via indirectement la consommation animale, tout en respectant cet enjeu de rééquilibrage. Rééquilibrage aussi, là je le rappelle juste parce que c'est important à l'avoir à l'esprit, c'est rappelé aussi dans pas mal des posters qui vous sont présentés. En moyenne, tout élevage confondu, il faut quand même savoir que pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 5 kg de protéines végétales. Et selon les types d'élevage, c'est plus. Donc en conclusion, je vais m'arrêter là. Les messages qu'on peut vous faire passer dans ce type de conférence, on a essayé de vous, à travers cet exposé qui a été construit aussi avec d'autres collègues, c'est de vous dire que les légumineuses, elles ont des bienfaits d'un point de vue nutritionnel pour l'agriculture, mais que l'enjeu, c'est aussi de rester sur un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des légumineuses et arrêter de manger de la consommation de viande. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut surtout pas rentrer dans ce travers-là. Et pour l'agriculteur, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut qu'il mette que des légumineuses dans sa assolement. Il faut respecter certains équilibres. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un enjeu fort pour relancer parce qu'on n'en consomme pas assez et on ne les cultive pas assez dans nos champs. Et donc, les relances des légumineuses, ce qu'on a envie de vous dire en finale, c'est qu'elle vous appartient. Ça appartient à chacun d'en consommer un peu plus. Et ça appartient à chacun de faire les choix de consommation. Si c'est une consommation venant de production nationale ou importée, ça appartient à chacun. Chaque citoyen peut être prescripteur. Vous pouvez les recommander dans les cantines scolaires, dans votre restauration hors foyer, votre restauration d'entreprise, sur votre lieu de travail. Donc ça, vous pouvez être prescripteur pour renforcer leur consommation. Et que l'enjeu derrière cet exemple légumineux, c'est d'arriver à travailler cette reconnexion entre agriculture et alimentation qui est essentielle et qu'on essaie de faire passer aussi pour les générations futures, de bien comprendre que notre alimentation a l'impact vraiment sur notre environnement. Mais qu'aussi, bien évidemment, l'alimentation, ça reste un plaisir. On peut avoir un discours ici assez scientifique. Bien sûr que l'alimentation, ça reste un plaisir, c'est un moment convivial de s'alimenter. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi retravailler ces légumes secs dans la gastronomie française, mais aussi dans des innovations agroalimentaires qui présentent ces produits de manière attractive, appétante, facile à consommer. S'il y en a certains d'entre vous qui veulent aller plus loin, moi je vous recommanderais un ouvrage qui est paru il n'y a pas très longtemps. Savez-vous goûter les légumes secs ? C'est un livre de recettes qui est très très bien fait, avec plein d'idées innovantes, autant en salé qu'en sucré. Et vous avez dedans Gilles Davot, qui est un cuisinier formateur auprès de la restauration collective, qui connaît bien son métier, et qui vous propose vraiment des recettes époustouflantes. On a assisté, nous, à des dégustations avec lui, c'était vraiment excellent. Et ensuite, vraiment, pour ceux qui voudraient encore approfondir le sujet, vous dire que dans le cadre de cette année internationale, on avait anticipé, donc l'INRA avec les instituts techniques de l'agriculture ont publié un ouvrage de synthèse qui est téléchargeable gratuitement et vous pouvez les consulter par chapitre. Donc notamment, il y a un chapitre sur l'alimentation humaine dessus. Vous avez aussi une revue de presse de l'INRA, grand public, qui revient aussi sur les principaux éléments là que je vous ai présentés. Et se tient à Dijon prochainement les premières rencontres francophones autour des légumineuses, autant pour l'alimentation animale que humaine, avec des scientifiques, des professionnels de tous les secteurs et de toutes les disciplines. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention, parce qu'une heure de conférence, il faut être attentif, et j'ai vu que tout le monde était attentif. Donc vraiment, je vous remercie, et puis je vous souhaite aussi un bon appétit, puisque vous aurez tout à l'heure un bon buffet. Et puis peut-être vous pouvez répondre à quelques questions.
Merci donc beaucoup pour cette conférence particulièrement claire, didactique. Et donc, la parole à la salle. Si vous avez envie de poser quelques questions, la parole est à vous. Alors, des questions ? Est-ce qu'il y a des aides PAC sur les légumineuses ? Alors, très bonne question. Oui, il y a des aides de PAC. Alors, justement, le débat au niveau de l'Europe en ce moment, c'est que ces aides, elles ont été très fortement orientées sur les légumineuses orientées pour l'alimentation des élevages. Et il n'y a pas d'aide pour les légumes secs pour l'alimentation humaine. Donc, il y a aujourd'hui, les agriculteurs se mobilisent pour justement demander à ce qu'il y ait un rééquilibrage. Alors, pourquoi les aides, elles étaient orientées, c'est historique, hein, elles ont été orientées sur ces légumineuses ? Parce qu'en fait, l'Europe a cherché à réduire ses importations de soja en provenance d'Amérique. Et donc, on substitue au soja, un enjeu, c'est de développer nos propres légumineuses, soit du soja, soit d'autres légumineuses à graines, comme le pois, la févrole. Et donc, il y a eu des aides mises dessus pour les encourager. Mais sur les légumes secs, on pense que ça va venir par ces enjeux de tension d'accès aux protéines, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Deuxième question, par ici. Oui, on apprend que pour les engrais, tout le monde connaît les 3 lettres NPK, azote, phosphore, potassium. Vous avez bien expliqué l'absorption de l'azote de l'air. Est-ce que si les cultures de légumineuses se développent, il n'y aura pas besoin d'apport de phosphore et de potassium ? Non. Ça, les besoins phosphore, potassium restent présents. Et là, il faudrait que j'ai un collègue agronome pour revenir sur les niveaux exacts d'apport potassium, mais il y a besoin. Par contre, ça permet de réduire les engrais azotés, effectivement. D'autres questions encore ? Allez-y, profitez-en. La soirée ne sera pas finie, mais quand même, on a le temps. Monsieur le... Attendez, il y a le micro qui arrive. Vous n'avez pas du tout parlé de la digestion des légumineuses. Oui. Alors, effectivement... Oui, voilà. Donc ça vous est aussi rappelé. Effectivement, on observe que selon les consommateurs, les individus, on peut avoir des problèmes de digestion qui sont variés selon les profils. Alors pourquoi ? Là, on rentre dans des considérations très pointues. Je ne vais pas m'y avancer dessus, puis ce n'est pas toujours bien tranché d'un point de vue scientifique. En tout cas, il y a moyen de les réduire par le mode de préparation. Donc un enjeu, c'est de réduire la pellicule qu'entoure la légumineuse. Donc notamment, c'est toutes les techniques de décortiquage. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir, même sur le marché, des fois, on vous propose du pois chiche décortiqué. Ça apparaît aujourd'hui sur le marché. Et la technique, c'est de bien faire tremper, de retirer l'eau de cuisson et quand ça cuit, d'enlever aussi ce qui peut écumer. Et c'est de mettre aussi certains épices ou aromates qui vont faciliter la digestion. Ensuite, là, dans les innovations agroalimentaires où l'on travaille sur des produits vraiment fortement transformés, par des techniques de cuisson, ça peut être éliminé. C'est ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels, finalement. Ça peut être éliminé et réduit. Et donc là, par exemple, Barilla nous disait sur ses pâtes, ils ont beaucoup travaillé les techniques de cuisson, les procédés, afin que ça soit digéré comme des pâtes classiques, sans aucun problème. Encore une question, peut-être, ou deux ? Oui, on avait vu qu'aux États-Unis, ils orientaient donc dans les cantines la consommation de pâtes à base de protéines végétales. Pourtant, c'est un pays qui a une culture déjà hyper protéinée. Et est-ce que ça voudrait dire une prise de conscience qualitative en fait, de l'alimentation ou ça serait pour par un rapport de satiété ou par un rapport de goût ? Alors, pour réduire la consommation de viande, parce qu'en fait, vous avez besoin de consommer quotidiennement des protéines, mais si vous mangez que des protéines animales, vous consommez aussi de la matière grasse. La viande contient de la matière grasse, alors qu'un légume sec ne contient pas très faiblement de la matière grasse. Donc c'est aussi remplacer des protéines animales par des protéines végétales pour réduire ces apports de matière grasse qui sont aussi un facteur explicatif du surpoids. Parce que la protéine, vous ne la stockez pas, mais la matière grasse, elle, vous la stockez. Encore une question ? Je voulais vous poser une question. Vous avez indiqué qu'en Asie, en particulier en Inde, il y avait de fortes consommations de légumineuses. Heureusement, d'ailleurs, on pourrait penser. Quel genre de légumineuses ? Alors, sur le continent asiatique,
En Inde, c'est très consommé le pois chiche. Ça, c'est vraiment le légume sec. En Asie, il y avait une consommation traditionnelle sur le soja, mais qui, on voit, se réduit au fil des années avec le développement de la consommation de produits animaux. Donc aujourd'hui, en Asie, c'était plutôt tourné sur le soja, mais qui se réduit. Et le haricot aussi, certains haricots, notamment des haricots rouges, noirs. Et en Afrique subsaharienne, c'est quel produit, quelles légumineuses qui pourraient être cultivées Alors, ou qui sont cultivées? Oui, il y a beaucoup de haricots. Et alors là, le nom de ces différentes espèces, là, je ne les aurais pas en tête ici. Mais ces différentes variétés, il y a vraiment des milliers de variétés dans le monde de légumineuses. Même sur les haricots, vous pouvez voir, il y a différentes couleurs, tailles. Même chez nous, on a différentes formes de haricots et de lentilles. Mais c'est plus orienté sur haricots et un peu soja aussi. Est-ce qu'il y a des travaux qui se font dans des instituts comme l'IRD ou ailleurs, ou chez vous à l'INRA, pour sélectionner justement dans ces pays des légumineuses de qualité, avec une certaine productivité peut-être? Oui, alors ce sont plus les instituts internationaux et puis les sélectionneurs privés qui travaillent dessus. Alors comme je vous disais, nous, comme la tradition a été faite de les développer pour l'alimentation animale, l'activité de sélection génétique de l'INRA elle reste orientée sur pois protéagineux, févrole. Et puis à un moment donné, les budgets se réduisant aussi, l'INRA n'a pas pu continuer à avoir des politiques de sélection variétale sur toutes les espèces. Et donc c'est de plus en plus les sélectionneurs privés qui sélectionnent. Le problème, c'est que si ce sont les sélectionneurs privés, ils vont avant tout sélectionner sur celles qui sont les plus cultivées. Et comme elles ne sont pas beaucoup cultivées, elles ne sont pas beaucoup sélectionnées. Comme elles ne sont pas beaucoup sélectionnées, les agriculteurs sont moins incités à les utiliser parce qu'elles sont moins performantes aussi que d'autres cultures. Donc c'est pour ça qu'il y a des rééquilibrages à avoir. Mais les Américains ont maintenu les activités de sélection sur le haricot et très fortement sur le soja. Une question là-bas au fond. Je ne vous ai pas entendu parler du quinoa. Je sais que ce n'est pas une céréale. Et est-ce que c'est une légumineuse? Comment vous la considérez? Parce qu'elle est très protéinique. Alors, il ne me semble pas que ce soit une légumineuse. Je ne pense pas qu'elle est catégorisée en légumineuse. Je ne sais pas. Je suis économiste de formation, je rappelle. Donc, je travaille beaucoup avec les agronomes. Et là, il faudrait, comme ce n'est pas une plante cultivée trop ici, là, je ne saurais pas vous dire. Sauf s'il y a quelqu'un qui est en agronomie ici qui peut répondre. Je ne sais pas si c'est dans la même famille botanique. Je ne crois pas. Question supplémentaire? Il me semble que c'est céréales. Mais... Non? Alors, d'accord. Mais pas légumineuse à graines. Pas dans la catégorie sec, légumineuse à graines. Plus de questions? Ah, monsieur devant. Bonsoir. On arrive dans une époque où on va manquer, enfin, peut-être pas tout de suite, mais plus tard on va manquer d'eau. Est-ce que les légumineuses sont moins consommatrices d'eau que ce qu'on a l'habitude de cultiver en France ou ailleurs? Alors, tout dépend où vous les cultivez. Et tout dépend quelle variété vous cultivez. Comme il y a beaucoup de variétés de légumineuses, selon les territoires, il faut utiliser celles qui sont les plus adaptées au territoire pour justement ne pas avoir besoin de les irriguer. Aujourd'hui, par exemple le soja, qui a des conditions propices pour être cultivé dans le sud-ouest, il a moins besoin d'irrigation. Par contre, comme il y a une demande qui se développe sur du soja non OGM, il y a un peu une incitation à vouloir le cultiver un peu plus haut. Et du coup, là, par contre, on peut avoir certaines difficultés sur une partie continentale qui peut être plus sec. En Amérique latine, on l'irrigue, et ça permet aussi d'augmenter les rendements. Mais par contre, il y a des enjeux, il faut choisir les bonnes variétés pour essayer de réduire. Mais par contre, là vous l'avez sur les posters, en tout cas ça consommera moins d'eau qu'au niveau de l'élevage, de la production de protéines animales, qui est en fait très fort consommateur d'eau, puisqu'en fait il faut ramener quelle est la quantité d'eau que vous allez utiliser pour produire les végétaux qui vont nourrir les animaux. Voilà. D'autres questions? Bien, mais sinon, on va vous faire une dernière communication avant de quitter la salle. Alors, merci Madame Magrini. Donc le reste de l'événement, de la soirée, va se passer à l'extérieur et dans le musée. Donc vous allez trouver à la sortie le buffet. Des stands de chimie pour découvrir les protéines, lipides, glucides qu'il y a dans ces graines. Les stands de chimie sont en descendant les escaliers là-bas derrière dans le bâtiment.
Il y a un jeu de dégustation en aveugle dans le noir, puisque c'est la nuit des musées aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a dit d'amener une lampe de poche pour participer au jeu, c'est dans le musée. Et puis aussi, avant de partir, on va vous remettre un petit sachet de légumineuses. Et si vous voulez participer à un autre jeu pour gagner le livre dont Madame Magrini a parlé en fin de conférence, il s'agira donc de préparer un plat avec ces légumineuses, de faire une petite photo et de l'envoyer sur notre Facebook pour gagner le livre. Avant le 10 juin. Voilà, je vous remercie et je vous propose d'aller vers le buffet.